Guillaume Nassif, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes l'un des 5 conseillers consulaires des Français aux Émirats arabes unis. Depuis quelques nuits, le ciel d'Abu Dhabi et de Dubaï est zébré par les interceptions de missiles balistiques en provenance d'Iran. Je le rappelle, l'Iran est à moins de 50 kilomètres par la mer. Alors, pour nos 60 000 compatriotes qui vivent sur place, le rêve émirati vient de basculer dans une réalité de guerre. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu l'état des lieux et puis l'urgence sécuritaire. Alors, les sirènes, évidemment, ont retenti dans toutes les zones résidentielles et les hubs aéroportuaires. On a vu des images, bien entendu. À ce jour, 2 mars 2026, avez-vous connaissance de victimes ou de dégâts majeurs au sein de la communauté française? Alors à titre liminaire, Thierry, je me permets d'indiquer que nous sommes élus aux Émirats et au Sultanat d'Oman. Même si la communauté française, très malheureusement, se réduit à bout de chagrin aujourd'hui dans le Sultanat, elle est quand même présente et nous les accompagnons au quotidien et nous sommes très heureux comme ça. Alors la situation est en effet plutôt tendue et très particulière. Est-ce que nous avons connaissance de victimes au sein de la communauté française? Non, bien heureusement. Et de dégâts majeurs? Oui. La base navale française d'Abu Dhabi a fait l'objet hier d'une attaque, donc de drones ou de missiles. Nous ne savons pas très bien, la communication n'a pas été très précise, mais certains équipements de la base navale française d'Abu Dhabi ont été touchés. Il semblerait qu'aucune personne n'ait été touchée, heureusement, qu'aucun militaire n'ait été touché, fort heureusement, mais évidemment la situation est très critique. Et voilà où nous en sommes. Nous suivons la situation de très près. Le consulat est évidemment très mobilisé. Et nous, élus, sommes également très présents à travers les boucles WhatsApp, à travers nos numéros de téléphone. Et nous sommes au plus proche de la communauté française. Donc le rêve émirati n'est vraiment pas fini, bien au contraire. Et ça, nous pourrons en parler tout à l'heure lorsque je dévoilerai et détaillerai la réponse que le gouvernement émirien a pu porter à cette situation de crise. Alors, justement, le Quai d'Orsay, vous l'évoquiez il y a quelques instants, donc a activé sa cellule de crise, mais les numéros d'urgence, qui sont principalement les ambassades dans les différents pays, sont totalement saturés. Alors, concrètement, comment un élu de terrain peut-il garder le contact avec des milliers de personnes quand les réseaux mobiles flanchent? En effet, les numéros d'urgence sont évidemment saturés pour de très bonnes raisons, des questions légitimes, et parfois aussi par de la crainte naturelle. Et c'est pour ça que nous travaillons véritablement en proximité avec les services consulaires pour essayer de relayer au maximum, pour estomper les craintes et justement libérer ces numéros d'urgence pour des cas qui seraient véritablement urgents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence, mais il y a des urgences relatives qui relèvent de l'information, du manque d'information, du besoin de rassurer, que nous, élus, pouvons transmettre, et des urgences avérées qui, elles, doivent être traitées par les services consulaires. Alors, les boucles WhatsApp, les appels WhatsApp ne fonctionnent pas dans ce pays. Il y a d'autres applications qui fonctionnent. Les boucles WhatsApp fonctionnent très bien pour envoyer des messages. Nous avons, nous élus, plusieurs boucles. Nous avons constitué un groupe qui s'appelle les Mousquetaires, où nous sommes 3 élus. Nous avons un groupe d'information. Nous avons plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'ailleurs, d'abonnés qui reçoivent en direct les messages que nous leur transférons et que nous recevons également des autorités soit locales, soit de leur représentation nationale ici aux Émirats. Donc véritablement, l'information se fait au plus proche, à travers les réseaux sociaux, mais aussi le WhatsApp. Pourquoi les réseaux sociaux et pourquoi le WhatsApp? Parce qu'en réalité, et là je reviens à un problème de fond que nous avons subi en tant qu'élus pendant l'intégralité de notre mandat, c'est le manque d'appétit des Français pour s'inscrire sur la liste électorale consulaire. Et donc quand on n'est pas inscrit au registre, on ne reçoit pas les emails. Et on s'est rendu compte que le moyen le plus rapide, le moyen le plus efficient pour toucher le plus de monde, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les boucles WhatsApp, ce sont les boucles Botim, etc., etc., etc. Alors justement, vous évoquez Botim. Donc beaucoup de gens, évidemment, et surtout ceux qui sont à l'étranger, ne le connaissent pas. Donc on va le dire, c'est une application. C'est un peu l'équivalent de WhatsApp, mais qui a été faite par les Émirats directement. Donc qui permet effectivement de pouvoir… Donc est-ce que c'est un moyen pour pouvoir contacter finalement des gens qui sont sur place plus facilement finalement que par WhatsApp, où il y a un certain nombre de restrictions? Non, alors il n'y a aucune restriction. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que nous mettons en avant. Il faut juste que les familles françaises, donc qui sont en France, ou les familles françaises qui sont ici, téléchargent cette application qui est gratuite. Alors, il y a un service premium si on le souhaite, mais
le package standard est gratuit et cela permet de faire des communications en VoIP, donc la voix à travers Internet et aussi en vidéoconférence, sans limitation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super que nous mettons en avant et nous en faisons la promotion, bien sûr. Il faut aussi noter, et là je fais une petite digression juridique, que les VPN aux Émirats, alors la législation sur les VPN n'est pas super claire. En réalité, nous sommes sujets à des amendes et à des peines pénales si jamais nous faisons un usage d'un VPN qui ne tomberait pas dans le champ légal. Donc, comme ce n'est pas très bien normé, très bien cadré, nous demandons aux gens d'éviter le VPN le plus possible et d'utiliser principalement l'application Boteam ou l'application Teams ou l'application Zoom, qui sont aussi des applications qui fonctionnent aux Émirats. D'accord, donc moi c'est très clair, si les familles veulent évidemment pouvoir joindre leurs proches qui sont aux Émirats, eh bien voilà le meilleur système pour pouvoir les contacter très facilement. Si les familles d'ailleurs veulent avoir des informations, qui doivent-ils contacter en dehors de l'ambassade? Parce que vous avez parlé des groupes, et comment pouvoir rentrer sur certains groupes? Alors, principalement, j'allais dire les mousquetaires, enfin les élus, quoi. Les élus en général. Parce que vous contactez directement. Oui, on nous contacte directement. Nos numéros sont en libre accès sur les sites du consulat et de l'ambassade. Et une fois qu'on est contacté, on rajoute les gens sur les boucles d'information que nous avons créées. Donc, il y a une boucle d'information mousquetaire, information générale, une boucle conseil juridique, etc. etc. Donc, on va le rajouter, on le mettra dans la description sur cette vidéo YouTube. Donc, si vous êtes évidemment, pour y avoir accès, eh bien, vous allez directement, vous descendez. Voilà. Si vous likez, c'est toujours bien parce qu'en même temps, je ne fais pas la promo aujourd'hui compte tenu de l'actualité, ce n'est pas du tout le but, mais je tiens à le dire que l'algorithme YouTube fonctionne par le nombre de likes qu'on peut avoir et par le nombre de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc, plus vous serez nombreux à liker, à faire à mettre des commentaires. D'ailleurs, les commentaires, Guillaume pourra y accéder et répondre aussi. Donc, c'est aussi encore un moyen de communication. Profitez-en, on met ça à disposition. Mais surtout, plus on peut liker, plus on peut mettre des commentaires ou vous abonner à la chaîne, plus vous pourrez, plus en même temps, l'algorithme YouTube diffusera cette interview à de nombreux Français et voire de nombreuses familles qui pourront peut-être être intéressées par entendre justement ce que Guillaume a pu nous dire et surtout rassurer les familles parce que je crois que c'est important. Il faut arrêter la désinformation, il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Je crois que nous, on essaie de dire les choses clairement, simplement. Je rappelle que vous êtes un élu de la République, donc conseiller des Français de l'étranger. Vous êtes 5 sur les Émirats Arabes Unis, ainsi qu'à Oman. Je n'oubliais pas Oman, qu'il y a des conseillers des Français dans tous les autres pays, que ce soit Koweït, que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie Saoudite ou autre. Donc, vous pouvez les contacter. Ils sont évidemment à votre disposition et on essaiera évidemment d'avoir d'autres intervenants pour prendre, effectivement, pour savoir un peu comment les choses se passent dans les autres pays. Alors, on va le dire clairement, les aéroports sont fermés. L'aéroport d'Abu Dhabi, l'aéroport de Dubaï sont fermés. Certains, d'ailleurs, les 2 aéroports ont été visés par des missiles venant évidemment d'Iran. Il y a eu quelques dégâts d'ailleurs apparents. Alors si le gouvernement émirati aujourd'hui prend en charge les nuitées d'hôtel pour certains, qu'en est-il de tous ces Français qui aujourd'hui sont en transit et qui sont bloqués finalement dans l'aéroport de Dubaï ou d'Abu Dhabi? Est-ce que vous avez pu établir un lien avec eux? Oui, tout à fait. Alors, nous avons établi des liens avec les Français qui sont bloqués, qui étaient en transit et qui sont bloqués soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi, ou alors pas seulement en transit, qui étaient en vacances et dont le terme des vacances arrivait et il fallait rentrer à Paris. Donc ça, il y en a évidemment beaucoup. Il faut distinguer, alors donc, les Émirats, c'est une fédération, mais chaque Émirat, dans une certaine mesure, développe et implémente ses propres réglementations. Donc ce que vous évoquez sur les nuitées gratuites, c'est à Abu Dhabi. Le département de la culture et du tourisme a très rapidement, donc dès le début des hostilités, sorti une circulaire indiquant que l'intégralité des nuitées supplémentaires avec la nourriture qui serait nécessaire pour racheter un billet d'avion et sortir du territoire lorsque la situation le permettrait, serait pris en charge par l'Émirat d'Abu Dhabi. Donc ça implique les nuitées d'hôtel à Abu Dhabi. Je ne suis pas au courant d'une solution similaire ou d'une proposition similaire à Dubaï. En revanche, les 2 Émirats, enfin tous les Émirats, mais
nous parlons ici principalement d'Abu Dhabi et Dubaï, ont pris des mesures, j'allais dire, exceptionnelles, très rapides. Les gens qui étaient bloqués dans les avions, donc véritablement en transit, qui atterrissaient à Dubaï en venant de Thaïlande, par exemple, pour partir à Paris, je parle des Français, mais je parle aussi de l'intégralité des gens qui étaient en transit, ils ont été pris en charge immédiatement, nourriture, eau, proposition de solutions d'hôtel ou d'hébergement s'il n'y avait pas d'hôtel disponible, aux frais du passager, et émission de visa d'urgence, pour ceux qui ont besoin d'un visa, émission de visa d'urgence sur place. Donc ça s'est fait en 1 heure et demie. Et donc je pense que les Émirats, la réponse émirienne a été véritablement très brillante. D'accord. Quant au pardon, donc Guillaume, si on comprend bien, aujourd'hui, les gens qui étaient sur place, bloqués en transit, ont quasiment tous trouvé à se loger dans les Émirats, que ce soit sur Abu Dhabi ou que ce soit sur Dubaï. Tout à fait. Alors après, il y a eu des réactions que je comprends. Certaines personnes qui étaient bloquées, soit en transit, soit qui vivent ici, soit résidents, bien qu'ils aient des solutions d'hébergement temporaires dans les Émirats de Dubaï ou Abu Dhabi, ont essayé d'aller vers d'autres Émirats qui leur semblaient plus calmes. Donc on pense aux Émirats du Nord, Ras El Khaimah, Ajman, ou alors Fougera qui offre aussi une exposition à l'Est. Voilà, donc il y a eu aussi ce mouvement de foule intra-émirien qui est assez particulier. Et nous sommes en contact évidemment avec tout le monde. Nos numéros et nos emails sont sur le site de l'ambassade et du consulat. Et nous aussi, ils sont circularisés entre les gens. Ils se le passent bien volontiers. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous êtes conseiller des Français, donc élu consulaire à la fois sur les Émirats arabes unis, donc l'ensemble évidemment des Émirats, et aussi sur Oman. La situation au Oman, par contre, semble beaucoup plus simple, on va dire. Pas forcément. Alors, Oman a fait l'objet de frappes hier, en fin d'après-midi, en fin de journée. Sur un des ports d'Oman a été touché. Et donc, la situation est aussi tendue. Ceci étant dit, le rôle de médiateur d'Oman fait que Oman, le pays d'Oman, le sultanat, est quand même traité différemment que le reste des Émirats, qui, eux, hébergent de nombreuses bases militaires américaines et étrangères. Et donc, de nombreux vols ont lieu depuis et vers Oman. Alors qu'à Dubaï, les aéroports sont fermés, les 2 aéroports sont fermés. À Abu Dhabi, nous avons une très belle surprise en fin de journée ce jour. Nous savons que 3 ou 4 vols ont pu avoir lieu, alors principalement vers le sud-est asiatique, donc le Pakistan et l'Inde, donc en retrait de la zone de conflit, et un vol qui est parti vers l'Angleterre, donc en passant par Oman et après en passant par le sud de l'Arabie Saoudite et faisant tout le grand tour. Donc il y a cette volonté affichée des Émiriens de montrer un retour à la quasi-normale, même si ça n'est pas le cas, mais au moins d'essayer d'envoyer des signaux positifs vers un retour à la normale. Et comme l'aéroport d'Oman semble, lui, fonctionner, est-ce qu'il est possible, même en voiture, pour les personnes, par exemple, de quitter Dubaï ou Abu Dhabi, ou en tout cas les Émirats, parce que c'est une frontière terrestre, donc est-ce qu'il est possible de pouvoir y aller? Alors, il y a eu c'est un très bon point, Thierry, il y a eu un très grand mouvement de toutes les nationalités, les Français principalement, parce que nous sommes en contact avec eux. Il y a un très grand nombre de Français le soir des frappes, donc le samedi dernier, sont partis d'Abu Dhabi et de Dubaï en direction de la frontière d'Oman. Vous avez oublié que Oman est un pays tiers et que pour y rentrer, il faut un visa. Et le visa ne se fait pas à la frontière. C'est un visa qui nécessite une application en ligne et qui est traité avec 3, 4 ou 5 jours de délai. Donc, ils ont dû faire demi-tour et le traitement est en cours, mais vu les événements, je ne suis pas persuadé que les visas seront émis très prochainement. Donc, Oman n'est pas une bonne solution. La seule frontière terrestre qui reste ouverte, c'est l'Arabie Saoudite de l'autre côté, mais l'Arabie Saoudite est aussi en proie à certaines attaques, donc ça n'est pas forcément mieux. Donc là, ce que vous dites aux gens, c'est mettez-vous à l'abri, restez chez vous, restez dans les hôtels, vivez une vie la plus normale possible. Au fil des jours qui vont passer, de toute façon, des nouvelles solutions seront trouvées et les choses vont essayer de revenir rapidement dans la régularité. Exactement. Voilà, le message à faire passer. Alors, bien entendu, en même temps que nous parlons, on va afficher bien entendu les numéros de téléphone qui sont émis par le Quai d'Orsay et donc qui donnent les numéros de téléphone des différentes ambassades. On va l'afficher évidemment au fur et à mesure, ou on l'affiche au fur et à mesure. Alors, avec la paralysie actuelle,
Guillaume. Est-ce que vous craignez une vague de licenciements massifs? Parce que forcément, on va le rappeler, qu'en cas de licenciement, normalement aux Émirats, eh bien, perdre son emploi signifie perdre son visa. Perdre son visa, c'est perdre son assurance santé, arrêter l'école immédiatement et surtout devoir quitter le pays dans un délai très court avec sa famille. C'est vrai. Les Émirats apprennent très vite, et ça c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les résidents donc étrangers. Ils apprennent très vite et ils ne veulent pas retomber dans l'écueil qui avait été fait durant la Covid, où c'était l'exemple utopique. C'était je suis malade, je ne peux plus travailler, je perds mon emploi, je perds mon visa, je perds mon assurance santé, et comme l'aéroport est fermé, et ben je suis en violation de mon obligation de départ, j'ai une pénalité journalière, et puis ça s'accumule, l'aéroport ouvre dans 10 mois, j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon compte bancaire, je suis incapable de payer mon overstay, qui est ma pénalité applicable parce que je suis resté au-delà de l'expiration de mon visa. Ils ne veulent vraiment pas retourner dans cet écueil. Et encore une fois, la réponse a été exceptionnelle. Le jour même du début de ces hostilités, les Émirats ont dit, écoutez, vous travaillez de là où vous voulez, toute pénalité sera revue. Nous avons par exemple ce jour même au bureau des problèmes de paiement bancaire, parce que ça aussi c'est hyper intéressant, nous sommes dans une guerre multidimensionnelle. Nous avons commencé par une guerre physique, pas de pays à pays, mais vraiment de militaire à militaire, ça aussi il faut le rappeler. Et comme c'est une guerre multidimensionnelle, nous ne sommes plus dans le pur militaire. Il y a aussi des attaques cyber. Un data center de Amazon qui gère les règlements bancaires a été touché. Et donc, les paiements en ligne, pour certaines banques, ne se font plus. Ça c'est ce matin. Et à midi, nous avons une communication disant, écoutez, pas de pénalité, payez quand vous voulez, quand vous pouvez, et on verra plus tard. Et la même approche a été développée pour le travail, le télétravail, pour les visas, pour l'expiration, enfin, véritablement, grande flexibilité. Ils ont à cœur de retenir l'intégralité des gens, ou la plus grande partie des gens qui sont venus ici pour travailler, véritablement. C'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le système de paiement est un peu bloqué, on va dire, mais des solutions sont apportées et sont trouvées. Donc au fur et à mesure, le gouvernement réagit et apporte des solutions. Alors, bien entendu, quand on parle de ça, on a vu un petit peu une guerre de l'information ou l'infodémie. Voilà, donc moi j'appellerais ça un peu des missiles numériques. Alors voilà, par rapport au conflit réel, une vague de fake news sature les réseaux sociaux. Alors vous, en plus, vous êtes avocat, donc en tant qu'avocat et élu, comment gérez-vous cette panique inutile générée par des influenceurs en quête de buzz? Voilà, parce qu'on a vu quand même des gens qui reprennent même des images qui ont été filmées il y a quelques années, en l'occurrence d'un hôtel, pour pouvoir montrer qu'ils avaient été attaqués. Donc on est quand même dans un gentil délire. Oui, ça je suis entièrement d'accord et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et malheureusement, comme nous sommes dans un monde médiatique très rapide, les gens ne cherchent plus l'information, ils attendent que l'information vienne à eux. Et lorsque l'information vient à eux, ils ne la vérifient pas. Donc c'est vraiment l'information la plus sensationnelle qui va attirer l'œil et qui va faire vendre. Donc nous sommes passés d'un média passif à un média actif. Nous sommes obligés de mettre à jour, d'envoyer. Je ne veux pas dire de bombarder, parce que le terme est mal choisi, on regarde les événements, mais quelque part, oui. Donc, nous ne voulons pas saturer les réseaux parce que sinon l'information se dilue et se perd, mais il faut véritablement qu'on soit présent et que nous rappelions aux gens la véritable information. À titre d'exemple, là où le consulat, pendant la crise du Covid, faisait une communication peut-être par jour, le consul général actuel a véritablement à cœur de tenir une information et de rendre disponible une information à la seconde, en direct, à l'intégralité de la communauté française. Donc hier, par exemple, il a fait un communiqué qui a été revu 4 fois. Et lorsqu'il est revu, à chaque fois qu'il est revu, il remonte en haut des feeds, ce qu'on appelle les feeds, c'est les pages d'actualité. Et ce qui est très important, en fait, parce qu'il faut de la visibilité pour justement diluer ces fausses informations. Les Émiriens... Oui. Ouais, ces fausses informations couleur. Et d'ailleurs, moi, il me semblait que la loi émirati, et donc vous qui êtes avocat, j'en parle directement, elle est très sévère normalement contre les fausses nouvelles. Alors, est-ce que votre rôle d'élu, c'est de signaler ces contenus ou de faire la police de l'information pour protéger les expatriés et surtout rassurer les familles
qui, elles, voient des images et qui peuvent être évidemment apeurées en voyant ce qui se passe. Exactement. En entendant simplement, parce qu'on a vu certains influenceurs ou influenceuses, pour ne pas les citer, être en larmes, dire qu'est-ce qu'attend la France pour venir nous chercher. Enfin voilà, bon, ça a fait quand même le buzz un peu partout. Oui, ça c'est malheureusement risible, mais bon, vous avez la réponse dans la question, ce sont les influenceurs. Mais alors, nous, notre approche, elle est diverse et véritablement, au regard de la loi émirati et la loi pénale émirati, nous sommes obligés d'aller indiquer et rappeler aux gens qui font de la fausse information, alors soit volontairement, soit en la relayant, simplement en faisant un riposte d'un poste existant, on leur dit, écoutez, il faut le retirer. C'est de la fausse information, et le riposte, en fait, c'est traité comme le recel, en fait. C'est comme le recel de fausses informations, et qui est qualifié, enfin, qui est pénalisé de la même manière que celui qui émet la fausse information initiale. Donc, on a une approche véritablement pédagogique et proactive. On va vers ceux qui font de la fausse information en leur rappelant les obligations légales et les pénalités qui sont applicables et qui sont très sévères. Nous parlons d'emprisonnement, c'est 1 an d'emprisonnement et 1 million de dirhams d'amende. Donc voilà, pour la première manifestation. Donc ça, c'est très important. Mais évidemment, nous avons à l'esprit les familles en France qui veulent aussi avoir accès à la véritable information. Donc, nous avons véritablement, enfin, on doit être bicéphale, nous avons 2 fronts, et c'est ce que nous faisons en permanence, quoi. Véritablement, à travers nos réseaux, on renvoie toujours, et ça c'est très important, je pense que les gens, ils oublient, mais le plus important, ça reste quoi? Ça reste le fil d'Ariane, et ça reste la communication officielle des autorités locales et de la représentation nationale. Il faut toujours se référer à ça, parce que ce sont des réponses mesurées, ce sont des réponses qui prennent en considération l'impératif humanitaire et la réalité factuelle, en fait, au regard du prisme du risque militaire. Et c'est toujours une approche très pragmatique, très mesurée, et en réalité, c'est à ça qu'il faut se référer, et c'est ce que nous mettons en avant. Et Guillaume, on va préciser, parce que vous l'avez évoqué, vous venez de parler du fil d'Ariane, qu'il est très important pour les gens qui sont sur place, dès à présent, s'ils ne sont pas encore inscrits, c'est de s'inscrire, parce que, quelles que soient les personnes lorsqu'elles voyagent, le simple fait de s'inscrire et de dire où l'on est permet aussi aux consulats et aux ambassades de France à l'étranger de savoir que vous êtes présent. Donc, si jamais certaines mesures sont prises, au moins vous pourrez être averti. Donc, c'est un point, je pense, très important. Alors, ce fil marche. Je parle en fin connaisseur. En 2006, j'ai été rapatrié du Liban grâce à mon inscription sur le fil d'Ariane. Voilà. D'accord. La représentation nationale a su où j'étais, je m'étais inscrit, ils m'ont appelé, je me suis rendu là où il fallait, j'ai pris un bateau du port de Jounier, on m'a renvoyé à Chypre, et puis j'ai pu regagner la France tranquillement en avion après. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous évoquez souvent votre collaboration avec 2 autres élus. Vous formez aujourd'hui une véritable… Voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous formez une véritable cellule de crise humanitaire indépendante? Comment vous fonctionnez? Vous vous nommez d'ailleurs les 3 mousquetaires. Exactement. Les 3 mousquetaires, c'est une très belle histoire d'amitié, mais aussi de pragmatisme, surtout. C'est pour être au plus proche et au plus efficace. Il s'agit de quels élus, pour préciser? Alors, vous êtes 5 élus. Le président donc, du conseil consulaire, Hervé Serol, l'excellent marin, Gilles Grima, et moi-même. Donc nous avions tous les 3 une liste individuelle aux élections consulaires, et nous avions constaté très rapidement dans notre mandat que chaque personne, ou presque chaque personne, qui avait une question à un élu, posait en réalité la même question aux 5 élus. Et les 5 élus travaillant en silo, puisqu'ils n'étaient pas sur la même liste, eh bien, il y avait de la perte de temps, de la perte d'énergie, de la perte d'efficacité, et tout ça a fait que nous avons voulu rationaliser notre action, créer cette entité. Donc ça n'est pas une entité juridique, parce que dans ce pays, le droit d'association n'existe pas, il faut créer une société, ce que nous ne voulons pas faire. Donc nous avons créé cette quasi-entité, si je puis dire, et nous agissons de concert. Nous avons une newsletter, donc chaque mois une lettre d'information qui est très fouillée, très fournie, très documentée, entre 40 et 80 pages. Nous avons fait un édito spécial pour les 50 ans de présence française aux Émirats Arabes Unis, avec un livre qui a été édité. Donc nous parlons de l'histoire de Total aux Émirats, de la création des Émirats, nous parlons de l'Alliance française, enfin, vraiment un travail d'archives assez incroyable. Les locaux, les Émiriens se sont rapprochés de nous, parce qu'on a fait un travail d'archives qui n'avait jamais été fait. Très intéressant. Donc ça ce sont les mousquetaires. Et donc, nous avons des réseaux sociaux, nous avons des boucles d'information, et véritablement, je pense que nous sommes bien ancrés dans le paysage.
La question, c'était comment nous agissons aujourd'hui, c'est ça? Oui, justement, est-ce que vous avez créé une forme de cellule de crise humanitaire indépendante? Comment vous agissez tous les trois aujourd'hui pour essayer de mettre vos moyens ensemble pour répondre un petit peu aux attentes de la communauté française? On rappelle que vous êtes quand même plus de 60 000 personnes pour les résidents, et puis on ignore exactement le nombre de personnes, de Français qui sont eux-mêmes, qui ont été bloqués dans les aéroports, donc en transit. Et ça doit être plusieurs milliers. Oui, c'est surtout que là, c'est la saison, ce sont les vacances, c'est la belle saison. Quand on connaît la taille de ces deux aéroports principaux comme Abu Dhabi et comme Dubaï, on imagine très vite ce que ça peut faire. Non, exactement. Je pense que on n'est pas loin peut-être des 80 000, si ce n'est plus aujourd'hui. C'est aux détenteurs du passeport français, aujourd'hui aux Émirats. Alors, notre action, c'est... Je vais revenir, je suis désolé, je fais une digression, mais je dois revenir sur le mandat d'élu, qui n'est pas tout à fait normé, qui n'est pas tout à fait défini. Et donc, nous nous inscrivons, généralement, c'est la règle dite, en creux de l'action de la représentation nationale. Il ne faut pas que nous en... Il y a des chasses gardées sur lesquelles nous ne pouvons pas empiéter. Il y a des domaines sur lesquels nous ne pouvons pas opiner, et nous devons faire très attention, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous parlons de sécurité, dans un pays qui est très souverain en termes de sécurité. Donc, la cellule que nous avons mise en place, elle est dans la continuité de l'action consulaire. Nous sommes sur une boucle WhatsApp avec le Consul général de France en communication à chaque 2 heures. Nous envoyons des messages en expliquant ce que nous entendons, ce que nous voyons, nous brainstormons, et nous avons un reliquat qui est finalement un substrat, qui est l'information telle que nous devons la communiquer. Voilà, donc véritablement, nous agissons de concert avec le consulat, qui, lui, s'appuie sur nous en réalité. Il a vraiment besoin de notre action et de notre champ de, non, pas de compétences, mais notre champ d'attraction, d'activité, de couverture, qui n'est pas forcément plus large, mais qui est peut-être plus direct. Donc voilà, notre action, elle est dans la continuité de celle du consulat, parce que le sujet est véritablement trop sensible. Nous ne pourrons pas donner des conseils en tant qu'élus. Et vous êtes en ligne directe, évidemment, avec l'ambassade et le consulat. Enfin, les consulats, d'ailleurs. Bien sûr, plusieurs consulats, plusieurs ambassades, plusieurs consulats. Exactement. Et est-ce que vous êtes aussi en liaison avec vos collègues qui sont au Qatar ou dans les autres? Nous avons la boucle dans la boucle. Nous avons la boucle de la juridiction donc, de notre député, nous avons la boucle dans la boucle, la boucle dans la boucle dans la boucle, et au final, nous avons cette petite boucle Qatar, Koweït, Saoudi, Bahreïn, Émirats, Oman, qui est, j'allais dire, le chaudron actuel. Et là, évidemment, très actif. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que nos week-ends, qu'est-ce que c'est? Quand on habite à Abu Dhabi ou à Dubaï, les week-ends, on va à la Formule 1 à Bahreïn. On va au match de tennis à Riyad. Et donc, on a beaucoup de résidents français, beaucoup de Français résidant à Dubaï qui sont bloqués à Bahreïn et qui nous appellent pour être mis en relation avec les élus français à Bahreïn et vice-versa. Donc oui, la situation factuelle impose une collaboration très étroite entre les élus de la région. Et c'est ce qui arrive effectivement. Alors, Guillaume, en lisant évidemment certaines de vos publications, vous avez dénoncé, donc depuis longtemps, l'envers du décor de Dubaï, des Français dormant dans leur voiture, précarité un petit peu cachée. Est-ce que la guerre va-t-elle être un coup de grâce pour ce rêve? Et est-ce que l'État français doit-il envisager une aide financière directe ou est-ce que vous pensez peut-être mettre une cagnotte de solidarité? Enfin, je ne sais pas. Parce que les gens étaient déjà dans une gêne financière, vous l'avez évoqué, avant. Comment ça va se passer aujourd'hui? Et ils vont être sûrement beaucoup plus nombreux. Alors oui, il y aura sûrement un nombre de personnes affectées plus important qu'actuellement, ça c'est évident. En tant qu'avocat, je suis désolé, je reviens toujours au problème juridique, mais alors la cagnotte est interdite. On ne peut pas faire de cagnotte, la cagnotte en ligne, les cagnottes litchi, c'est interdit aux Émirats. Une personne qui veut faire nous entendons des missiles balistiques là, qui passent. Une personne, plusieurs d'ailleurs, une personne qui veut récolter de l'argent. C'est des missiles ou c'est plus les systèmes de défense? Là, en fait, les missiles viennent d'en face. Donc, vous les voyez? Oui, Saadiat est juste là. Donc,
ils viennent d'Iran, ils traversent le Golfe, ils passent au Saadiat. Les contre-mesures viennent de derrière moi, des bases aériennes et des batteries qui sont des bases aériennes derrière américaines. Donc là, on est sur un couloir, là, véritablement sur un couloir de missiles, de contre-missiles, de drones, etc., etc. Donc les cagnottes sont interdites et elles sont très réglementées. Si on veut en faire une, on doit passer par le gouvernement émirien en expliquant pourquoi est l'argent, pour qui, comment ce sera utilisé, et justifier l'utilisation de l'argent sous crainte et sous peine de procès pénal. Donc c'est évidemment toujours très compliqué. Et c'est pour ça, donc ça ne plaît jamais aux familles, mais c'est pour ça que une des seules raisons ou possibilités, c'est de demander aux familles en France de contribuer financièrement à subvenir aux besoins de leurs époux, frères, cousins, demi-frères, bloqués ou dans la panade ici aux Émirats. Ça ne plaît pas, mais malheureusement, c'est comme ça. Et est-ce que vous savez déjà si certaines personnes envisagent dès à présent en fait, de partir de Dubaï ou de partir uniquement d'une manière provisoire pour y revenir très rapidement? Alors, c'est très particulier. Alors, plein de personnes ont indiqué vouloir partir et ont essayé déjà de partir à travers la route, se retrouvant bloqués à l'aéroport d'Abu Dhabi, en essayant l'aéroport de Sharjah, en essayant... Plein ont été bloqués. Et encore une fois, je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors, bon, je ne veux pas critiquer, je comprends tous les ressentiments, je comprends tout ça, parce que chacun réagit différemment, on a tous un parcours personnel différent, et peut-être que les gens ne sont pas habitués à ce genre de situation. La réalité, je pense, c'est que Dubaï et Abu Dhabi ont cette image très polichée, très belle, très fleurie, du succès, de la sécurité. Et ils ont travaillé dur pour ça. Ça fait 9 années à la suite qu'Abu Dhabi est voté et élu capitale du monde la plus sûre, donc ce qui est quand même énorme, et ça c'est basé sur des faits. Et donc on a ce discours dans destination très sécurisée, et en même temps, aujourd'hui, on a la réalité. Et donc, symboliquement, je pense que c'est très fort pour certaines personnes, et ces personnes n'envisageaient même pas que ça puisse arriver ici, et ça a précipité une volonté de partir. Et il y a des personnes que je connais qui ont volonté de partir rédhibitoire. Ils ne reviendront pas. D'accord. Parce que, on va le dire, avant le 28 février, ça fait quasiment un mois quand même, que l'on sent évidemment des tensions très fortes. On le rappelle qu'il y a déjà eu de la guerre des 12 jours, un an avant. Personne n'envisageait vraiment qu'à un moment ou à un autre, que l'Iran puisse tirer des missiles sur les Émirats ou sur d'autres. C'était inimaginable, c'était impensable. Je pense que c'était imaginable, mais pas concevable. Ça relevait de l'imaginaire, mais pas de la conception factuelle. D'accord. Personne, tous les gens qui vivent dans les Émirats ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ils seraient eux-mêmes des cibles. Oui. Alors, je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce sont encore 2 états-majors qui se font la guerre. Ce ne sont pas 2 pays. Donc, les images que l'on voit, alors, évidemment, il y a des dégâts, évidemment, il y a des obus qui tombent, des missiles qui tombent, mais les cibles naturelles de ce conflit, ce sont véritablement base militaire à base militaire, état-major à état-major. C'est très malheureux, il y a des missiles, et des débris de missiles surtout, c'est ça, ce sont les débris de missiles, les principaux agents et facteurs de dégâts, mais ni les Américains ne visent la population iranienne, ni les Iraniens n'essaient de viser le centre-ville d'Abu Dhabi. En réalité, c'est d'état-major à état-major. C'est très dommageable parce que les débris tombent sur des gens, c'est terrible. Mais nous ne sommes pas dans une guerre totale. C'est ça que je veux indiquer. Aujourd'hui, on est véritablement... Ils ont quand même visé les aéroports. Et les aéroports, il n'y a pas de base à proximité, puisque l'aéroport de Dubaï, il est quasiment, en tout cas principal, il est quasiment dans le centre-ville. Et il n'y a rien, il n'y a pas autour de base militaire. Donc, il y a quand même eu une volonté, à un moment ou à un autre, de détruire. Alors, de détruire et de bloquer. Véritablement, c'est de bloquer la logistique. Donc, on a les ports et les aéroports qui effectivement ont été touchés. Donc là, la logistique aussi. Et encore une fois, ça relève de la volonté de faire mal, bien évidemment, mais surtout de faire mal aussi symboliquement, de dire que ces pays ne sont pas forcément ce que vous imaginez. Alors, tout à l'heure, quand on a débuté cette interview, vous avez parlé, j'ai des bonnes nouvelles, ou en tout cas, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Est-ce que vous en avez certaines
justement pouvoir nous annoncer, parce qu'on va essayer quand même de, malgré la situation qui est une situation difficile, parce qu'on lit l'actualité, qu'évidemment, on ne va pas dire toutes les minutes, mais on voit tomber évidemment un certain nombre d'informations et qui font froid dans le dos. Guillaume, allez, un petit peu de positif avec tout ça. Le positif vient des Émiriens, pour l'instant, parce qu'ils sont, on va faire un petit peu de sociologie, mais 90% de la population, allez, 85% de la population est expatriée. C'est un pays qui est dopé à l'expatriation et qui a besoin de cette matière grise pour continuer sa croissance, ses objectifs de croissance et son succès économique. Donc il faut véritablement que les expatriés résidents se sentent à l'aise, souhaitent rester, souhaitent revenir pour ceux qui sont partis. Et donc la réponse émirienne a véritablement été d'être au plus proche, d'investir sans concession dans la défense, d'offrir de la souplesse énorme et de la flexibilité énorme dans le travail, dans les soins. Nous avons lu tout à l'heure une publication indiquant, je ne sais pas si c'est une entreprise privée ou semi-gouvernementale, qui disait l'intégralité des dommages au bâtiment sera pris en compte, sera couvert par nous. Donc véritablement, il y a cet élan par les autorités locales de faire en sorte, écoutez, ne partez pas, on vous aide, on vous aime, on va tout faire pour vous sentir à l'aise. La sécurité prime, bien évidemment. Pour votre travail, on va vous donner la flexibilité. Pour le départ, on va vous donner la flexibilité. Pour les paiements, il y a des sujets bancaires, on va vous donner la flexibilité. Et donc, ils veulent éviter les écueils du passé pour s'assurer que nous soyons bien. Après, d'un point de vue... Parce qu'on se rappelle aussi, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais 2008, où de nombreuses personnes cherchaient à quitter le pays. C'était la crise économique. Beaucoup ont laissé, d'ailleurs, ça avait fait les grands titres des journaux, les Ferrari sur les parkings, avec les clés dessus, avec les clés de contact sur les voitures. C'était quand même le gentil délire, parce qu'évidemment, le moindre impayé fait que vous êtes passible de prison. Donc, beaucoup de gens se disent, voilà, plutôt que de prendre le risque de me retrouver en prison, vaut mieux que je prenne l'avion et que je quitte le pays, quitte à ne jamais y revenir. Donc, je laisse les clés sur la Ferrari, je laisse tout, je pars avec les valises et je m'en vais tout de suite. C'est un peu ça. Exactement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Thierry, c'est qu'ils ont pris en considération leurs écueils du passé, et cette réglementation n'existe plus. Donc, ça n'est plus un défaut, ça n'est plus une sanction pénale, enfin, on ne risque plus une sanction pénale en cas de défaut de paiement, en cas d'impayé, en cas de chèque qui ne serait pas suffisamment abondé, nous ne sommes plus dans la sanction pénale, sauf s'il y avait une intention malicieuse de faire un chèque en bois. Donc tout est dans l'intention. Mais la personne de bonne foi qui a un incident de paiement parce qu'elle est dans la panade, elle a perdu son travail, elle ne finit plus en prison. Donc, véritablement, c'est assez particulier et c'est assez agréable, en fait. C'est qu'ils apprennent très vite de leurs erreurs et ils veulent à tout prix devenir un pays où la sécurité physique prime, où la sécurité juridique est la norme. Et cela fait en sorte, plus logistique mondiale et ultra connectée, cela fait en sorte que les Émirats sont devenus ce qu'ils sont devenus en très peu de temps. Attractivité économique, attractivité commerciale, attractivité financière, attractivité de talent. Ces dernières années, nous avons vu des dizaines et des centaines de millionnaires et de milliardaires venir s'installer, les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, les industriels. Voilà, donc véritablement, cette sécurité juridique et cette sécurité physique, plus la logistique, fait que les Émirats sont là aujourd'hui. Et ils veulent vraiment rester ces leaders. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en pleine, et là c'est quelque chose de véridique ce que je vous dis, ils sont en pleine mutation économique et le pétrole va très vite devenir un lointain souvenir dans ce pays, puisque 80%, presque 80% du PIB ne vient pas des recettes pétrolières, mais vient de l'intelligence artificielle, vient de l'économie, vient des services. Ils ont fait un changement à 180 degrés de leur profil économique et commercial, ce qui est pas... Ils l'avaient déjà entamé il y a de nombreuses années, en créant même des espaces près de la Palme, en fait, la première. Ouais. Tout un espace, tout un ensemble justement dédié aux entreprises. Et puis évidemment, ils avaient fait des zones franches. Donc, zones franches permettent évidemment de ne pas payer d'impôts pour les entreprises, ou en tout cas d'avoir des avantages fiscaux importants. Ça aussi, c'était une initiative intéressante. En tout cas, merci d'abord beaucoup, Guillaume Nassif, d'avoir répondu un petit peu à nos questions, de nous avoir rassurés évidemment sur ce qui se passe. Je vous pose directement la question. Vous, évidemment, vous avez un travail de fou actuellement, ainsi que vos collègues conseillers des Français de l'étranger.
une question qui me vient aussi, comment ça se passe pour les autres, les francophones, les Belges ou autres qui sont aussi, on sait qu'ils sont nombreux, moins nombreux évidemment que les Français, mais ils sont beaucoup moins nombreux en tant que personnes. Est-ce qu'ils ont aussi la même assistance au niveau de leur pays ou est-ce que c'est vous un petit peu qui les prenez actuellement en charge? Alors, ils nous sollicitent pour de l'information, ça c'est évident, et ça c'est très clair, et ça fait quelques années. Ils n'ont pas la chance d'avoir des élus consulaires. Alors, ce n'est pas une spécificité française en Europe. L'Italie a aussi un système similaire, mais c'est quelque chose. Nous sommes des oiseaux rares dans le paysage européen, et donc c'est vrai que nous assistons évidemment nos compatriotes francophones, surtout européens, dans ces situations. Et pas que dans ces situations au cours de toute l'année, sur des sujets X ou Y, on est très sollicité, bien évidemment. Vous allez continuer de toute façon à vivre aux Émirats, donc écoutez, on vous souhaite de passer cette période difficile. On a compris que tout à l'heure, pendant notre entretien, il y a des missiles qui sont passés au-dessus de votre tête, donc c'est loin d'être agréable. On sait que vous vivez actuellement une période difficile. Je pense que les nuits doivent être un peu compliquées, un peu de stress, évidemment, et puis surtout de l'attention, et puis répondre un peu à tous les messages qui doivent venir de la part de nombreux de nos concitoyens qui doivent essayer d'avoir des informations ou de familles qui essaient de vous contacter. Si les familles, d'ailleurs, veulent avoir des informations, qui doivent-ils contacter en dehors de l'ambassade? Parce que vous avez parlé des groupes, et comment pouvoir rentrer sur certains groupes? Alors, principalement, j'allais dire les mousquetaires, enfin les élus, quoi. Les élus en général. Parce on vous contacte directement? Oui, on nous contacte directement. Nos numéros sont en libre accès sur les sites du consulat et de l'ambassade. Et une fois qu'on est contacté, on rajoute les gens sur les boucles d'information que nous avons créées. Donc, il y a une boucle d'information mousquetaire, information générale, une boucle conseil juridique, etc. Donc, on va le rajouter, on le mettra dans la description sur cette vidéo YouTube. Donc, si vous êtes évidemment, pour y avoir accès, eh bien, vous allez directement, vous descendez. Voilà. Si vous likez, c'est toujours bien parce qu'en même temps, je ne fais pas la promo aujourd'hui compte tenu de l'actualité, ce n'est pas du tout le but, mais je tiens à le dire que l'algorithme YouTube fonctionne par le nombre de likes qu'on peut avoir et par le nombre de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc, plus vous serez nombreux à liker, à faire à mettre des commentaires. D'ailleurs, les commentaires, Guillaume pourra y accéder et répondre aussi. Donc, c'est aussi encore un moyen de communication. Profitez-en, on met ça à disposition. Mais surtout, plus on peut liker, plus on peut mettre des commentaires ou vous abonner à la chaîne, plus vous pourrez, plus en même temps, l'algorithme YouTube diffusera cette interview à de nombreux Français et voir de nombreuses familles qui pourront peut-être être intéressées par entendre justement ce que Guillaume a pu nous dire et surtout rassurer les familles parce que je crois que c'est important. Il faut arrêter la désinformation, il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Je crois que nous, on essaie de dire les choses clairement, simplement. Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle que vous êtes un élu de la République, donc conseiller des Français de l'étranger. Vous êtes 5 sur les Émirats Arabes Unis, ainsi qu'à Oman. Je n'oubliais pas Oman, qu'il y a des conseillers des Français dans tous les autres pays, que ce soit au Koweït, que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie Saoudite ou autre. Donc, vous pouvez les contacter. Ils sont évidemment à votre disposition et on essaiera évidemment d'avoir d'autres intervenants pour prendre, effectivement, pour savoir un peu comment les choses se passent dans les autres pays. Merci, Guillaume. À très bientôt. Thierry. Un dernier point, Thierry, pour rassurer un peu les gens qui nous écoutent ou qui seraient amenés à nous réécouter. Le gouvernement émirien nous géolocalise à travers les téléphones et nous envoie, selon l'endroit où nous sommes, des alertes en nous indiquant un missile pourrait arriver dans votre direction, mettez-vous à l'abri, prenez vos précautions. Et ça, c'est un outil formidable parce que, par exemple, hier, j'ai reçu des informations ou des notifications. Mes amis qui habitent de l'autre côté de l'île ne l'ont pas reçu. Donc, ça marche véritablement sur la géolocalisation et ça nous offre 3, 4, 5 minutes qui seraient vraiment salutaires, essentielles et qui pourraient changer des vies, même sauver des vies. Et ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose... Oui, mais il n'y a pas d'abri. On n'est pas comme en Israël où... on descend en parking. Voilà. Donc, vous avez le temps suffisant pour pouvoir descendre en parking. On descend en parking. C'est quelque chose qu'on a tous fait. Là, j'ai une valise qui est devant, à côté de moi, dans la porte d'entrée, dans laquelle il y a les passeports, il y a l'essentiel pour une semaine, il y a les médicaments, il y a des affaires, et on est prêt à partir si jamais il faut partir. Donc, encore une fois, c'est de la précaution. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais si jamais ça arrive, nous sommes prêts. Écoutez, j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de prendre votre valise, ce qui sera
ce qui sera une bonne nouvelle, et pour de nombreux Français aussi. Merci Guillaume. Merci Thierry. À très Au vite. revoir. Merci. Au revoir.